Madame, Monsieur, bonsoir. Cap sur le Mali, puis la Libye dans l'émission d'aujourd'hui. Dans un premier temps, enjeux et répercussions de la rupture par Bamako lundi 2 mai de ses accords de défense avec la France, passés depuis le début de l'intervention en 2013 de l'opération antiterroriste Serval, aujourd'hui plus connue sous le nom de Berkane. Le Quai d'Orsay proteste cette décision et maintient son agenda de retrait militaire comme prévu dans les prochains mois. Alors quels sont les scénarios après cet épisode inédit dans les relations franco-maliennes? Quelles sont les raisons directes, mais aussi les répercussions directes et indirectes d'une telle rupture avec l'Europe? Quelles conséquences sur la région et surtout la sous-région en termes de lutte antiterroriste et de positionnement stratégique de grande puissance? La diplomatie russe, puisqu'on parle de grande puissance, a réitéré la position de Moscou selon laquelle Wagner n'a rien à voir avec l'État russe. Ils sont présents là sur une base commerciale. De même qu'en Libye, selon les dires de Sergueï Lavrov. Rappelons que la société Wagner est accusée d'employer des mercenaires, auteurs d'exactions au Mali comme en Libye, mais aussi en Syrie. Et c'est de la Libye qu'il sera question en seconde partie de l'émission. Le pays traverse bien sûr depuis plusieurs mois maintenant une nouvelle crise politique qui fait craindre un retour à la violence. En cause, un exécutif à deux têtes, Fethi Bachagha, Premier ministre nommé par le Parlement, et Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre sortant et reconnu par la communauté internationale. Alors, en attendant un terrain d'entente, la situation s'enlise. Les exportations de pétrole sont toujours à l'arrêt depuis la mi-avril, privant le pays d'une manne de 60 millions de dollars jour. Et pour analyser et décortiquer la situation de ces deux pays clés pour l'équilibre de notre région, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord sur le plateau de questions d'actu le colonel Hassan Saoud. Bonsoir colonel. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de vous joindre à nous. Je rappelle que vous êtes un expert en questions stratégiques et sécuritaires. Et également avec nous par Skype depuis Paris, Mustafa Tossa, confrère et analyste politique. Bonsoir Mustafa, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. En seconde partie, nous allons donc parler de la Libye et se joindra à nous depuis la ville de Zouara en Libye par Skype, Othman Ben Sassi, ancien membre du Conseil national de transition. Mais avant, le point sur la situation au Mali. Et avant de parler factuel et actuel, colonel Saoud, si on faisait un petit récapitulatif chronologique des événements. Comment tout cela a commencé au Mali? Eh bien, comme rappel historique, évidemment, il faut se référer à la décennie noire en Algérie. Au moment où il y avait le groupe des salafistes de la prédication et du combat qui a été reconverti en JA et à un moment donné, sous l'impulsion de la direction des renseignements et de la sécurité algérienne, il y a eu un deal avec Drukdel pour changer d'appellation et devenir AQMI, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, allez-y dans la zone grise du nord du Mali, élargissez votre assiette géographique à l'instar de ce qui a été fait dans le Golfe Persique et continuez votre combat. C'est sous la direction, évidemment, du sulfureux général Médienne. Et voilà que depuis 2009-2010, il y a eu cette avancée des djihadistes, Tissalit, Gao, Tombouctou, jusqu'à Mopti. Et c'est là où, avec le nouveau président français, et à la demande de la transition également au Mali, il a été demandé une aide, enfin une assistance dans le cadre de l'antiterrorisme. C'est comme ça que l'opération Serval que vous avez décrite tout à l'heure, qui est devenue le Barkhane, en élargissant également ses positions au Tchad, au Mali, au Niger, et nous en sommes là. Et tout cela pour démontrer que la naissance du terrorisme au nord du Mali, c'est une responsabilité incontestable de l'Algérie et de ses services secrets. Mustafa Tossa, donc aujourd'hui, la France est présente bien sûr au Mali, mais beaucoup plus largement au Sahel. Si on revenait à ces accords qui viennent d'être rompus, donc
colonel Saoud a un peu planté le décor. Quelle évolution ont pris ces accords depuis leur signature, Mustapha Tossa? En fait, à travers l'opération Serval, puis Barkhane, puis Takuba, la France et l'Europe avaient signé avec les autorités maliennes et un certain nombre aussi d'autres pays au Sahel un accord cadre qui encadre un petit peu et qui donne une forme de légitimité à cette présence. Et depuis un certain temps, la France d'Emmanuel Macron, bien avant que les autorités maliennes dénoncent ces accords, avaient décidé de repositionner ses forces, poussées pour des raisons domestiques, électorales. Et puis, il y a beaucoup de gens en France qui ne comprennent pas ce que autant de Français font dans cette région et surtout, n'arrivent pas à supporter le coût humain. Il y a à peu près presque une soixantaine de soldats français qui sont tués dans cette région. Donc, Emmanuel Macron avait pensé à un moment donné, devant le sentiment aussi anti-français qui était très, très actif dans cette région. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vais juste m'arrêter sur ça. Un sentiment anti-français qui était très actif. De quoi parlez-vous exactement et de quelle période? Parce que là, ce sentiment anti-français s'est exacerbé clairement, parce qu'il y a une adhésion, on le voit, semble-t-il, en tout cas, du peuple à cette décision du pouvoir de rompre ces accords militaires. Alors, de quelle période parlez-vous exactement, Mustapha Tossa, puisqu'on parle de chronologie et de planter le décor? En fait, ce sentiment anti-français ne date pas d'hier, ne date pas de la période récente. C'est depuis que la France a mené cette opération qu'elle avait empêché des groupes terroristes de prendre le pouvoir à Bamako, qu'elle a réussi à éloigner ces groupes terroristes des grands centres urbains et à les obliger à aller vers le désert et vers les endroits éloignés. Depuis cette opération, on a reproché à la France de ne pas avoir intervenu d'une manière raisonnable, rationnelle et pour l'intérêt des pays de la région. Donc, autant elle avait donné l'impression un petit peu d'être intervenue pour protéger des régimes ou des équipes qui ne sont pas connues pour leurs pratiques quotidienne de la démocratie. Et donc, l'impression a été donnée que la France était venue pour protéger ces régimes dictatoriaux et qui a laissé un petit peu la population, la classe politique en général, sur le bord de chemin. Et cette critique-là a été, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de forces et de puissances qui ont soufflé sur cette braise-là. Et on commence par les Russes, bien sûr, mais il y a aussi les Turcs qui ont aussi soufflé sur la braise du sentiment anti-français. Comment des pays comme ça peuvent souffler sur la braise, Mustapha Tossa, pour qu'on comprenne un peu davantage? Pour qu'on comprenne, par exemple, la Turquie, qui avait une influence, ou qui a tenté d'avoir une influence sur les mouvements islamistes, sur les mosquées, sur l'opinion, a essayé, par une opération de communication et d'agissement sur le terrain, de montrer à quel point la France n'est pas aux côtés des populations de la région, mais aux côtés des régimes dictatoriaux. Et donc, il a essayé de les utiliser, d'utiliser ce sentiment anti-français. Les Russes aussi, quand ils sont intervenus dans un certain nombre de régions, et c'est au nom de l'aide donnée à ces équipes anti-françaises. C'est aussi ça une des raisons qui fait que ce sentiment-là, qui ne date pas d'aujourd'hui, a connu une espèce d'apogée depuis un certain temps. Et Emmanuel Macron, quand il a eu l'occasion de rencontrer ses homologues africains à plusieurs occasions de sommets, notamment le sommet de Pau, il leur a dit « Nous sommes ici pour vous défendre contre les organisations terroristes, mais nous voulons une délégation, une vraie délégation, pas un double discours. Vous nous dites là, pendant que nous sommes réunis, que vous avez besoin de la France et de l'Europe, mais dans la réalité, vous essayez de vendre un autre discours à votre population, d'où ce sentiment anti-français. Donc, pour résumer cette situation, le président Macron, bien avant la chute bien avant ce qui s'est passé récemment, avait décidé de repositionner les forces Barkhane et de concentrer tous ses efforts sur la force Takuba, comme s'il voulait un petit peu dégager la responsabilité propre et directe des Français et exclusive des Français et la mettre sur le dos des pays européens. Et à un moment donné, dans un de ces sommets, ils ont parlé même des pays nord-africains qui auraient pu participer dans cette force
pour continuer à lutter contre les forces terroristes. Mais c'était en vain parce qu'il n'y a pas eu d'adhésion européenne. Hein. Il n'y a que la France finalement qui tirait un peu, je n'ai pas envie de dire les ficelles, mais en tout cas qui portait ce projet dans le Sahel. On peut dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, colonel Saoud, je vois que vous acquiescez, Mustapha Tossa, la France a été abandonnée par ses confrères européens. Oui, il a été abandonné parce qu'il n'y a pas eu l'aide et l'engagement nécessaires pour former la force Takuba telle qu'elle a été écrite sur le papier. Alors, entre-temps, il y a eu un deuxième coup d'État au Mali mené par l'actuelle équipe. Et cette actuelle équipe avait pratiqué un chantage à l'égard des Français. Ou vous reconnaissez notre légitimité, ou bien on dénonce les accords de coopération militaire. C'est ça, en fait, le nœud du problème. Oui, Mustapha Tossa, justement, colonel Saoud, deuxième coup d'État, ce coup d'État a été largement applaudi par la rue malienne. Les citoyens maliens sont sortis dans les rues pour applaudir cette nouvelle équipe au pouvoir, et quand bien même c'est un fait assez inédit dans l'histoire des coups d'État africains que le peuple appuie autant. Est-ce que cela ne rejoint pas aussi cette partie de ma question où, semble-t-il, le peuple tourne le dos à la France? Il y a ce désamour réel. Sentiment anti-français, pour moi, c'est un peu fort. Mais il y a ce désamour, évidemment. Si vous permettez, pour revenir sur les accords, si Mustapha, on a fait l'ébauche, il y a plusieurs accords. Il y a évidemment le traité franco-malien de 2013. Il y a ce qu'on appelle le SOFA, c'est ce qu'on appelle le Statute of Force Agreement. Il y a Takuba qui est quand même constitué de forces spéciales. Et il y a ce qu'on appelle les UTM, qui est une mission uniquement de formation et d'entraînement. Et donc, c'est le 2 mai, le porte-parole du gouvernement a décidé une rupture immédiate pour ce traité, et évidemment, il a donné un délai de 6 mois, comme c'est prévu dans le traité pour les autres. Je pense que ce désamour français, je le répète aussi, découle d'une certaine déception concernant le retard dans la réalisation des objectifs initiaux, quoique il faut être honnête, il faut se poser la question, si la France n'était pas là, où est-ce qu'on en serait? Nous sommes des observateurs impartiaux, il faut dire la réalité. L'opération Serval a permis quand même de repousser les entités terroristes de Gao, de Tombouctou, de Tislit, etc. Et donc, ça a permis quand même de réduire cette emprise qui était très, très, très importante. Là, nous sommes dans une situation un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'on s'est servi de beaucoup de joutes verbales assez puissantes, des deux côtés. Du côté français, évidemment, les coups d'État, on les a dénoncés. Monsieur Le Drian a parlé d'illégitimité, de junte sous contrôle. Bon, et évidemment, les militaires qui sont dans la transition n'ont pas assez apprécié. Et puis, il y a certainement, du côté malien, cette déclaration à l'ONU du Premier ministre qui a parlé d'un abandon en vol, suivi aussi de déclarations du côté français, de déclarations érentées, irresponsables. Donc, il y a eu une montée en puissance de la joute verbale qui a donné lieu à ce que nous constatons aujourd'hui. Quoique, cette rupture était dans les tiroirs, on le savait. On savait que progressivement, quand vous chassez un ambassadeur d'un pays ami, et quand vous voulez interdire un espace aérien, vous remettez en cause les accords, il y a quand même des pas qui sont franchis. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à une rupture dans la diplomatie. Je ne sais pas si on peut parler de rupture. Il y a des impasses. Mais il y a une rupture clairement militaire.
enfin, de coopération militaire. Oui, mais... Est-ce que le Mali, quelles seraient les alternatives de la France pour le Mali ? Et surtout, quels sont aujourd'hui les scénarios de l'après-rupture de coopération militaire ? Voilà, il est reproché au président français d'avoir unilatéralement décidé de ces désengagements, sans une si vous voulez, sans en avoir fait état à la transition, ce qui les a froissés, et on a décidé unilatéralement un redéploiement. Maintenant, pour répondre à votre question, le terrorisme, la réalité, c'est que lutter contre le terrorisme efficacement sous forme d'un État individuel a montré ses limites. Le terrorisme, c'est une nébuleuse globale qu'il faut combattre de manière globale avec des acteurs globaux. Et aux locaux ? Locaux et globaux. Ça, c'est inévitable. Et on le sait. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, la situation en Afghanistan, le retrait des troupes américaines est une preuve que la lutte contre le terrorisme, quand ce n'est pas effectué par des locaux, entre guillemets, eh ben, ça a prouvé finalement que c'était un échec. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en est l'exemple criant, frappant. La première puissance militaire du monde s'est retirée de manière désordonnée et ça corrobore ce que vous dites. Là, nous sommes dans une situation un peu particulière. C'est que ce terrorisme, depuis 8 ans, il s'est métastasé. Nous assistons à une prolifération dans ce qui s'appelle le triangle frontalier ou la zone des 3 frontières, qui est immense et où le terrorisme, dans toutes ses formes, que ce soit le groupe État islamique ou Al-Qaïda, sont en train de sévir. Je pense honnêtement que le départ des Français certainement causera un vide sécuritaire. Je pense que le Mali, en l'état actuel des choses, avec tout le renforcement capacitaire, il sera pour ce pays-là très difficile d'éradiquer le terrorisme en l'état actuel des choses. On a fait appel à autre chose par une décision souveraine, on a fait appel à la Russie via Wagner. Est-ce que Wagner est fait pour cette mission ? J'en doute fort. Mais en tout état de cause, je pense que le terrorisme a bien des beaux jours devant lui. Avec le retrait définitif qui est prévu d'ici le mois d'août, je pense qu'ils en profiteront pour élargir leurs assiettes. Mustapha Toussa, une réaction par rapport à la réaction même de la France, de cette décision malienne de rompre plutôt. C'est une rupture de la coopération de défense et la coopération militaire au Mali et au Sahel. Oui, alors pour confirmer ce que vient de dire votre invité, c'est vrai que cette région africaine, le Sahel, est devenue pour de nombreuses organisations terroristes le nouvel Eldorado. Toutes les organisations terroristes qui étaient, ou une grande partie de leur direction qui a été battue dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient ou bien en Afghanistan, et ils se sont tous presque donné rendez-vous dans cette région parce qu'ils estiment que c'est le maillon faible par rapport à la lutte contre le terrorisme. D'abord, le territoire est immense. Ensuite, les pays qui luttent contre le terrorisme ne sont pas forts. Les autorités qui gouvernent ces pays n'ont pas beaucoup de légitimité. C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement être renversés par des populations ou par le moindre entreprise militaire d'un groupe ou d'une milice armée. Oui, c'est vrai que c'est un échec. Et c'est vrai aussi que l'échec de la France n'est pas forcément là où on le pense. Moi, à mon sens, l'échec de la France, c'est quand elle n'est pas parvenue à former cette force de pays locaux pour lutter contre le terrorisme. Quand on en parlait à un moment donné de la force G5 Sahel, oui. G5 Sahel, c'était à la base, c'était les forces des pays de la région qui pouvaient eux-mêmes prendre en charge cette question et lutter contre le terrorisme. Or, on n'a pas réussi à avoir une coordination politique de ce G5 Sahel. Premier échec. Deuxième échec, on n'a pas réussi à lui assurer le financement nécessaire. Il y a eu beaucoup de promesses de la part de pays du Golfe qui ne sont jamais venues.
Deuxièmement, on n'a pas réussi à lui faire la formation nécessaire. Ce qui fait que voilà, un G5 Sahel sur le papier qui devrait normalement être efficace pour lutter contre le terrorisme, mais dans la réalité, il est handicapé et dans l'incapacité de le faire. Ce qui fait que toutes ces organisations terroristes ont senti ce terrain-là et ces faiblesses-là. C'est pour ça, et comme je confirme aussi ce que vient de dire notre invité, c'est que dans les semaines, les mois, les jours à venir, il va y avoir, on le sent, tous les spécialistes et les experts de ces questions le sentent, il va y avoir une flambée de l'activité terroriste dans cette région parce que, d'abord, il y a une compétition entre ces organisations terroristes et en plus, le terrain, avec le retrait français, le désengagement européen, l'indifférence, entre guillemets, américaine sur cette région, le terrain est totalement libre pour ces organisations de configurer à leur guise les équations régionales. Donc, on doit s'attendre normalement à ce qu'il y ait une recrudescence ou du moins une renaissance de ces organisations terroristes dont on a décapité les têtes grâce à l'opération Barkhane. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais on s'attend à ce qu'il y ait une renaissance de ces organisations terroristes. Et quelles sont les alternatives, justement? Quelles sont les alternatives à ces forces européennes? Les alternatives, c'est les alternatives locales. Par exemple, s'il y avait, je vous donne un scénario science-fiction, s'il y avait une entente, une vraie entente entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, ça aurait été une force suffisamment puissante et efficace sur le terrain pour pouvoir lutter en bonne intelligence, dans la grande efficacité contre ces organisations terroristes. Or, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de politique commune dans cette région. Ce qui fait que, effectivement, les organisations terroristes profitent de ces faiblesses, de ces mésententes, de ces tensions régionales pour pouvoir prospérer. L'histoire du Polisario, on en viendra bien sûr à un moment ou à un autre. L'histoire du Polisario et de ces groupes armés, de ces milices armées. Qui ne nous dit pas qu'il y a des passerelles entre ces organisations terroristes et ces milices armées? Il doit y en avoir quand même, c'est sûr. Même géographiquement, ne serait-ce que... Oui. Donc, à un moment donné, cette région-là devrait affronter le défi majeur de lutter contre ces organisations terroristes, d'abord pour la stabilité de ses citoyens et puis pour la stabilité régionale. C'est pour ça qu'il y a actuellement une obsession de la sécurité dans cette région, parce que tout le monde est conscient que si les choses ne sont pas sous contrôle ou un relatif contrôle, ils peuvent dégénérer et il y a des États entiers qui peuvent tomber dans les mains des terroristes. Il ne faut pas l'oublier. Le Mali n'est pas protégé. Le Mali, malgré cet effort de transition et malgré la présence des Russes de Wagner, ils ne sont pas protégés et ne sont pas à l'abri d'une prise de pouvoir et de contrôle de la part d'une organisation terroriste qui serait active sur place. Donc tout ça, c'est très inquiétant et le retrait de la France, le retrait de l'Europe, l'indifférence américaine devrait nous inciter à réfléchir davantage en termes de sécurité, en termes de prospective sécuritaire, à ce que va devenir cette région si on ne la traite pas de la manière la plus efficace possible. Et alors, est-ce que vous pensez, colonel Saoud, qu'avec ce retrait-là, le terrain est libre pour la Russie? En l'état actuel des choses, il faut d'abord signaler qu'il y a un traité de coopération avec la Russie qui date de très longtemps, bien sûr, depuis Touré. Et donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour ce qui est de Wagner, les officiels, le Kremlin vous dit qu'on ne le connaît pas, alors qu'on sait que le chef de Wagner est un proche du Kremlin. Pour revenir, si vous permettez, sur cette exacerbation de ces relations. Vous savez, il y a l'affaire de Goussy. Cette affaire de Goussy, où les Français, via un drone, avaient montré des charniers ou des fosses communes où, selon eux, ce serait Wagner qui aurait pris qui aurait fait des morts et qui les a enterrés. C'est ça qui a exacerbé, évidemment, l'attitude malienne, accusant la France de subversion et d'espionnage et de viol de l'espace aérien dans lequel ils ont décrété une interdiction temporaire. Et là, nous sommes dans une autre escalade. Est-ce que la Russie, par les temps qui courent,
peut venir à la rescousse du Mali compte tenu du bourbier ukrainien. Je ne sais pas. Et je pense que maintenant, c'est impossible. Mais il faut se rendre à l'évidence que l'ultimatum malien ne tient pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, le désengagement. Dans les désengagements, il y a des contraintes logistiques. Vous savez, c'était 5500 hommes au départ avec tout un matériel logistique. Donc, pour se réarticuler ou se désengager, il faut du temps. Et l'accord prévoit 6 mois. Donc, pour une partie, exiger l'immédiateté me semble un peu exagéré, d'autant plus qu'on est quand même dans une zone hostile. Le Barkhane ne peut pas se soucier de sa sécurité dans le redéploiement ou dans le désengagement. Donc, il faut qu'on garde un peu le sang-froid et j'espère que même si les délais seront dépassés, j'espère qu'il y aura de la retenue, qu'il n'y ait pas d'incident d'un côté ou de l'autre. Mustapha Toussa, dernière question sur le Mali. En tant que journaliste, comment avez-vous perçu ce retrait de licence pour RFI et France 24 ? Là, on ne parle même pas de suspension, mais de retrait. Et la nuance, elle est très importante, parce que là, c'est deux médias français historiques, notamment RFI en l'occurrence, se retirer, ou en tout cas être sommé de partir d'un pays aussi important que le Mali. Quelle lecture, tout simplement, faites-vous de cela, Mustapha Toussa ? En fait, la décision des autorités putschistes maliennes d'interdire RFI et France 24 fait partie de cette panoplie de guerre psychologique, diplomatique entre le Mali, l'actuel Mali et la France. Donc, elle était, à partir du moment où il y avait une rupture de contrat de défense sécuritaire et tout ça, donc le fait qu'on rajoute à ce palier-là l'interdiction des médias officiels, ce qui est perçu comme médias officiels français, ça fait partie de la guerre, parce que la France est perçue et présentée comme un pays hostile, un pays ennemi aux Maliens. C'est pour ça, d'où cet positionnement d'attaquer le symbolique, à savoir les médias. Mais moi, je voudrais revenir simplement sur un point. Oui, effectivement, la France va, selon les déclarations de ses responsables, que ce soit Emmanuel Macron ou Jean-Yves Le Drian, va aller jusqu'au bout de ce redéploiement et va prendre le temps qu'il faudra pour le réaliser. Mais le grand cauchemar français, qui est dit ou qui est dit entre les lignes, mais qui n'est pas dit ouvertement, c'est que au cours de ce redéploiement, il puisse y avoir des attaques terroristes, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui pourraient être tentées par ce moment entre guillemets de faiblesse ou de retrait pour s'attaquer à la France à ce moment-là. Quel serait le positionnement d'abord des autorités actuelles maliennes, de leurs sponsors russes et des pays ou de la France? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans... Donc il y a ce risque-là d'être, au moment où on se redéploie, au moment où on retire ses forces et ses hommes, d'être attaqué de manière sanglante par des organisations terroristes ou par des opérations qui auraient été montées de toutes pièces par des endroits, enfin des milieux obscurs. Juste un commentaire sur Wagner et sur les Russes. Moi, à mon sens, il faut arrêter que ça devient presque une blague de dire que Wagner, c'est pas Vladimir Poutine. Wagner, c'est l'armée russe. Il ne veut pas le dire pour des raisons qui le concernent, mais bien avant le retrait français, Wagner, au Moyen-Orient, en Libye, en Afrique, c'était le bras armé des Russes. C'est à travers ce bras armé qu'il ambitionnait d'influencer sur les événements, de configurer les amitiés et les alliés. Donc, ce qui se passe au Mali, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui agit.
Et Wagner aussi, c'est en Libye. Et il nous reste un peu moins de la moitié de l'émission pour évoquer la situation dans le pays. J'invite à se joindre à nous par Skype depuis la Libye, depuis la ville de Zouara, Othman Ben Sassi, ancien membre du Conseil national de transition. Bonjour Othman Ben Sassi, merci de vous joindre à nous. Bonjour à vous. Merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter. Entre impasse politique, blocage pétrolier, les pressions des milices, est-ce que le plan de réconciliation nationale, la réconciliation nationale actée il y a un an est aujourd'hui clairement en danger selon vous? Oui, alors comme vous le savez, nous avons deux gouvernements actuellement, un gouvernement existant, le gouvernement de Beïba, et un autre gouvernement nommé récemment par le Parlement. C'est le gouvernement Bachara qui devrait reprendre la relève, mais comme vous le savez aussi peut-être que le gouvernement de Beïba continue à travailler et à fonctionner ici à Tripoli, et le gouvernement Bachara n'a pas pu accéder au pouvoir en fait de prendre le siège du gouvernement à Tripoli. Alors Bachara, le nouveau Premier ministre, reste à l'extérieur de Tripoli, n'a pas pu arriver à Tripoli du tout, ce qui fait que n'a pas pu prendre ses fonctions. Donc, par ce fait, il y a des pressions, effectivement, pour que Bachara prenne le pouvoir. Il y a eu ce blocage d'exportation de pétrole, soit par le blocage des puits de pétrole ou le blocage des ports de pétrole, pétroliers. Et malheureusement, bien sûr, ça dérange beaucoup concernant le budget de l'État et il y a même... Vous savez, la production et l'exportation, c'était un problème technique très difficile à résoudre. Quand on arrête la production, parfois, ça prend un temps longtemps pour redémarrer. Donc, ça ne range pas les problèmes ici en Libye. C'est toujours des problèmes qui s'ajoutent aux problèmes précédents. Les milices, comme vous le savez, nous avons des milices un peu partout dans le pays, à l'est et à l'ouest. Et chacun utilise ses forces pour mettre la pression sur l'adversaire. Et effectivement, ça dérange beaucoup pour la réconciliation dans le pays. Très bien. Alors, c'est d'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MANUL pour 3 mois, colonel Saoud. Petite condition des Russes, puisqu'on a parlé des Russes juste avant pour le Mali, de Moscou impose qu'il y ait un envoyé spécial ou un nouvel émissaire spécial qui soit nommé. Il n'y a toujours pas de nouvel émissaire spécial pour la Libye. Alors d'abord, pourquoi cette condition sine qua non? Eh bien parce que c'est l'ONU qui a parrainé depuis le début le règlement de ce conflit bicéphale, si vous voulez. Eh bien, ça tarde parce qu'on a eu des démissions en série par les difficultés qu'il y a et par la difficulté de rapprochement de la réconciliation. Vous savez, le problème libyen qui est un problème maghrébin, bien sûr, malheureusement, nous intéresse de très près. C'est pour cela que le Maroc a fait beaucoup de diligence dans le sens du rapprochement entre les factions rivales. Et d'ailleurs, l'action du Maroc est une plateforme des Nations Unies. Tant que, comme l'a dit Sibn Sassi, il y a ce pouvoir bicéphale, 2 assemblées, des milices qui sont très importantes et qui agissent sur les politiques. Mais surtout, à mon avis, et je pense que Sibn Sassi le pense aussi, que les ingérences étrangères exacerbent les rapports au sein des factions rivales de la Libye. Et comme ça a été acté par les acteurs libyens, il faut commencer d'abord par l'influence extérieure qu'elle parte de la Libye pour laisser les Libyens régler le problème entre eux. Est-ce que c'est chose facile, Safat Ossa, est-ce que c'est chose facile que les belligérants dans ce conflit et dans cette crise libyenne, parce que là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de conflit, notamment pas de violence, mais on craint un retour de la violence si la situation continue de s'enliser telle qu'elle l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est chose facile un retrait de tous les protagonistes, hein, parce qu'il y a plusieurs protagonistes. Il n'y a pas que de gouvernement, mais aussi plusieurs protagonistes qui gravitent autour.
Moi, je crois que c'est un vœu pieux, et à la limite un souhait angélique, mais je ne crois pas que les forces étrangères, les influences étrangères vont s'arrêter du jour au lendemain par un coup de baguette magique, pour la simple raison qu'il ne faut pas oublier, la Libye est un énorme gâteau que tout le monde veut se partager, et ce n'est pas rien. On a les Russes d'un côté, les Européens, les Égyptiens, les pays de la région, tout le monde est impliqué dans ce conflit libyen parce qu'il y a des choses à se partager. Alors, et le conflit et la Libye subit une seconde malédiction. Il ne faut pas oublier que pendant des mois, des années, on a assisté à une guerre de deux égaux qui étaient Serraj et Khalifa Haftar. Et pendant de longues années, la Libye a été paralysée, le dialogue politique a été paralysé. Et on croyait qu'avec la nomination de Dbeibah, qui allait organiser la transition pour justement faire naître cette Libye nouvelle et unifiée que le Maroc et les Nations Unies appellent de leur vœu par le biais des processus de Skhirat, eh ben, Abdelhamid Dbeibah, qui normalement aurait dû être l'homme de la transition, l'homme qui accouche de cette nouvelle Libye, et il a simplement oublié sa promesse de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Et lui, Abdelhamid Dbeibah, a tenu, malgré ses promesses, malgré la situation, à se présenter aux élections présidentielles. Ce qui a compliqué lourdement tous les calculs politiques des uns et des autres, et qui a poussé aussi le Parlement et les adversaires de Dbeibah à radicaliser leur position. Et on se retrouve aujourd'hui encore en train de continuer de manière permanente une nouvelle guerre entre l'Est et l'Ouest, entre Dbeibah d'un côté et Fathi Bachaga de l'autre. Fathi Bachaga qui a lancé un appel au dialogue, pas plus tard que cette semaine. Qui est resté sans écho et sans influence jusqu'à présent. Alors, Khadija, moi, je voudrais insister sur un point qui est essentiel à mes yeux. C'est que depuis un certain nombre d'années, la Libye était devenue, en quelque sorte, une préoccupation centrale des pays de la région, l'Afrique du Nord, de la rive nord de la Méditerranée, parce qu'on sait la place stratégique qu'occupe la Libye, et on sait aussi le cauchemar sécuritaire que cela implique. Immigration clandestine, organisation terroriste et tout ça. Mais depuis un certain temps, la Libye, malheureusement, est en train de sortir de cette centralité internationale. Plus maintenant, rappelez-vous les réunions de Berlin, rappelez-vous les réunions des Nations Unies ici et là, les sommets pour parler de la Libye. Depuis un certain temps, on dirait que la communauté internationale est découragée par autant de désespoir et autant d'impuissance en Libye et laisse faire. Et là, le problème, la question est, est-ce qu'on n'est pas en train de gérer le statu quo sans avoir une date ou une limite? Et le statu quo, il est là entre deux autorités antagonistes qui ne vont jamais se réconcilier et qui vont continuer à gérer le pays de cette manière-là. Ça, c'est vraiment un vrai cauchemar politique, un vrai cauchemar sécuritaire pour la région, mais qui a perdu l'intérêt qu'il aurait dû avoir parce qu'il y a eu justement d'autres événements majeurs, plus graves, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notamment avec ce qui se passe au Mali. La Libye est passée au second rang des préoccupations de la région et notamment de l'Europe. Et notamment internationale et notamment de la Russie aussi. Athmane Bensassi, une réaction peut-être et aussi les élections. Est-ce qu'un jour on peut vraiment aspirer à la tenue d'un processus électoral en bonne et due forme en Libye? Alors, oui, comment? Pour simplifier un petit peu la situation politique en Libye, en fait, il faut comprendre que suite aux accords de Skhirat, ça fait déjà quelques années, ça fait plus de 5 ans, nous avons en fait le Parlement qui a été installé à l'Est, et nous avons aussi le Conseil suprême de l'État qui est installé ici à Libye. Donc nous avons en quelque sorte deux parlements, c'est-à-dire un parlement et un conseil. Et les deux, en fait, ils sont très anciens maintenant. Ça fait certains, ils ont plus de 10 ans au sein du Parlement et du Conseil. Et ces politiques-là, en fait, ces députés-là, qui ont appris vraiment, ils sont devenus des spécialistes de la manipulation politique en Libye. Et tout le problème qui se pose, en fait, et tous les problèmes que nous avons, c'est à cause des
grands spécialistes en fait qui travaillent pour un simple en fait objectif, c'est de rester à vie dans le pouvoir. Bien évidemment, juste je note que les deux groupes, les deux parlements, en fait, les deux partis touchent un salaire très élevé. Pour vous faire comprendre la situation, ils touchent 20 000 dinars par mois, ça veut dire qu'ils touchent plus de 5 000 euros. Les employés, les gens qui travaillent normalement, ils touchent même pas 1000 dinars, ça veut dire 100 euros. Et la différence est énorme. Donc, ils s'accrochent, ils veulent rester par tous les moyens possibles. Nous savons que le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour trouver des solutions, bien évidemment, politiques pour la Libye. Et nous savons aussi qu'il y a beaucoup de réunions qui ont eu lieu au Maroc. Et la dernière réunion, c'était entre les deux présidents de ces deux disons, le Parlement et le Conseil suprême au Maroc récemment. Et bien évidemment, toujours, ils font qu'une seule chose, ils s'entendent très bien sur une seule chose, c'est de continuer à exister. Donc, ils se sont donnés encore 14 mois pour eux de rester. Ça veut dire que nous avons ces deux groupes jusqu'à l'année prochaine. Et les élections, en fait, ça empêche ces deux groupes de rester et de continuer. Donc, pour eux, ce n'est pas du tout dans leur intérêt d'organiser des élections, car, comme vous le savez, si les élections ont lieu, ils vont partir. Alors ça, c'est un point très, très, très important. Ce n'est pas tout simplement l'influence, bien évidemment, étrangère, mais aussi ces blocages qui viennent en fait par ces deux groupes, parce qu'ils savent très bien manipuler les textes. À chaque fois, on arrive à une solution. Ils changent bien évidemment le texte et ils changent la situation politique. Donc, nous sommes toujours bloqués à cause de ces deux groupes. Alors, les élections, en fait, ont besoin de bases constitutionnelles pour accéder à ces élections. On ne peut pas organiser des élections présidentielles dans cette période. Comme vous le savez, nous n'avons pas de constitution et nous ne savons même pas quel est le rôle du président qu'on va faire, ou son mandat, combien d'années, etc. Donc, c'est impossible d'organiser des élections présidentielles dans ces conditions. Et les élections que nous avons besoin actuellement, c'est des élections parlementaires. Bah oui. Pour pallier un petit peu tous ces gens qui existent, pour pouvoir redémarrer, peut-être revenir même à 2012, aux mêmes situations de 2012, avoir un parlement qui crée un gouvernement et continuer à travailler et organiser bien évidemment un référendum sur la Constitution pour pouvoir après organiser des élections présidentielles. Mais malheureusement, là, actuellement, les deux groupes ils continuent à travailler et tournent en rond, en fait, ils ne veulent pas organiser quoi que ce soit. Ils parlent d'un texte constitutionnel qu'ils vont présenter, mais ce texte constitutionnel continue à donner toujours des signaux pour eux de rester, savoir que le Parlement il va rester, et veulent organiser des élections présidentielles pour pouvoir rester, le Parlement lui-même il doit rester. Donc tant que le Parlement c'est lui qui gère la situation politique, on n'aura pas de solution, car ça fait 10 ans que ces parlementaires ils sont là, et vous le savez très bien comment les choses sont passées toute cette période de 10 ans. Ouais. Bon. Est-ce un nouvel échec parce que ce processus était censé être encadré par l'ONU. C'est un nouvel échec de cette organisation internationale. Hassan Saoud. Visiblement, oui. Et en l'espèce, comme partout, comme malheureusement dans beaucoup de conflits, les Nations Unies n'arrivent pas à imprimer, n'arrivent pas à déconflictualiser des situations. Mais je pense que dans la situation libyenne, il faut que la sagesse revienne. Si Ben Sassi a décrit une situation réelle où des égos surplombent la réalité, où on n'arrive pas à s'entendre. Il y a égo et intérêt. Oui, c'est vrai, des intérêts, mais les seigneurs de la guerre continuent malheureusement à diriger les politiques. Et c'est tout le problème libyen. Vous avez les responsables régionaux et les seigneurs de la guerre, les miliciens, c'est eux qui détiennent les deux protagonistes. Et tant qu'on ne se désempêtre pas de cette pression milicienne, je pense qu'on en a encore pour beaucoup de temps dans cette conflictualité.
Pas de sortie de crise à l'horizon. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, c'est d'en sortir. Oui. Mustafa Tossa, sur les scénarios de sortie de crise avant qu'on clôt avec Athmane Bensassi. Oui, justement, ce qu'a dit Athmane est tout à fait juste, parce que s'il y a blocage, c'est qu'il y a des forces qui ont un intérêt particulier à bloquer la situation. Donc, personne, j'ai l'impression, enfin, l'impression est donnée à l'étranger que ces élections voulues par les Nations Unies, qu'elles soient législatives ou présidentielles, ils ne correspondent pas en réalité aux vœux de cette classe dirigeante libyenne qui s'est partagé le pays, qui s'est partagé les postes et les responsabilités et qui profite tranquillement, doucement du statu quo. Et le statu quo semble les arranger. Alors moi, je rappelle une chose, ironie de l'histoire, quand Emmanuel Macron a eu son premier mandat en 2017, une des premières actions diplomatiques d'éclat qu'il avait réalisées, c'était d'organiser le sommet de la Celle Saint-Cloud entre Haftar et Serraj. Et donc à ce moment-là, c'était l'entrée dans la communauté internationale entre guillemets de Khalifa Haftar. D'ailleurs, on en a beaucoup voulu à Emmanuel Macron et à la diplomatie française de l'avoir légitimé entre guillemets sur le plan international. La question est de savoir, puisque le dossier libyen est un dossier pour les Français encore plus pour les Européens, mais plus pour les Français, est un dossier prioritaire. Est-ce que une des démarches, les premières démarches qu'Emmanuel Macron va prendre quand il va former un vrai gouvernement après les élections législatives de juin prochain, est-ce que ça ne serait pas de se pencher justement pour essayer de sortir le pays de ce blocage, de cette paralysie qui le touche? Est-ce qu'il n'y a pas là matière à mener une nouvelle dynamique politique sur cette région, bien sûr en ayant le Maroc, la diplomatie marocaine comme soutien effectif. Donc il y a ça c'est une question que certains se posent pour se dire aussi l'importance de la Libye pour ce qui est de l'espace européen. C'est-à-dire redonner à la Libye sa vraie importance et sa vraie valeur par une action diplomatique d'éclat qui mettrait tous les dossiers et tous les protagonistes autour d'une table et qui les obligerait d'une manière ou d'une autre à organiser ce processus électoral qui normalement devrait enfanter un État uni, des institutions unies et un pays centralisé comme il l'était du temps de Muammar al-Kadhafi. Parce que le rêve et le souhait de tous les Libyens, c'est de retrouver cette unité centrale de leur pays et de sortir de cette division entre l'Est et l'Ouest qui paralyse actuellement tout processus et toute solution politique. Athmane Bensassi, en tant qu'ancien membre du Conseil national de transition, est-ce que vous voyez une lumière au bout du tunnel? Faut-il avoir une transition autre que celle que nous vivons depuis quelques mois, qui clairement a montré ses limites? Alors, premièrement, je dois juste signaler que nous n'avons pas de conflit entre Est et Ouest. C'est-à-dire que le peuple libyen, vraiment, le peuple libyen est uni. Nous n'avons aucun problème entre la population. Il n'y en a pas du tout de problème. C'est-à-dire nous voyageons entre l'Est et l'Ouest, on travaille ensemble et nous avons beaucoup de gens ici à Tripoli, par exemple, de l'Est. Il n'y a aucun problème entre le peuple libyen. Là, maintenant, nous avons un problème entre certains politiques et c'est toujours les mêmes. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. C'est cette classe politique qui a pourri en fait la situation et qui a rendu le pays invivable. Mais le souhait en fait des Libyens, vraiment, c'est d'organiser élections législatives pour se débarrasser un petit peu de ces anciens. En fait, nous savons très bien que peut-être nous aurons aussi des parlementaires pas très bien éduqués ou ils ne sont pas à un bon niveau parce que c'est l'apprentissage de la démocratie qui exige, mais au moins on se débarrasse un petit peu de ces spécialistes, comme j'avais dit tout à l'heure, de la manipulation politique parce qu'ils ont appris vraiment comment faire pour rester. Alors les nouveaux, peut-être on aura des gens différents et en même temps on aura un petit peu la possibilité aussi peut-être d'espérer de pouvoir unir la classe politique en Libye. Ce n'est pas unir les Libyens sont unis, mais c'est la classe politique qui est divisée, la classe politique actuelle.
Donc, la deuxième chose, en fait, la Libye, comme vous le savez dans l'histoire, est liée vraiment à l'Angleterre. Ça, il faut bien le noter et le comprendre. Et c'est l'Angleterre qui gère le pays depuis son existence, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les structures libyennes, en fait, que ce soit l'administration libyenne, étaient organisées par l'Angleterre. Le royaume en Libye est organisé par l'Angleterre. Tous les responsables politiques nommés par l'Angleterre, peut-être des choses que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Le Sarraj n'était pas nommé par quelqu'un d'autre, c'est l'Angleterre. Dbeiba est venu de l'Angleterre. Comme vous le savez, tous ces responsables politiques ils sont liés directement à l'Angleterre, pas à d'autres pays. Parce que la Libye, en fait, contrairement aux autres pays d'Afrique du Nord ou des pays africains, nous sommes liés vraiment à l'Angleterre. La banque libyenne s'appelle Bank of Libya, a été créée par l'Angleterre et la monnaie libyenne, c'est le livre sterling. Et ce n'est pas autre chose. Et aujourd'hui, on travaille comme ça et la Banque centrale libyenne est toujours liée à la Banque de Londres. Alors, c'est un point très important, c'est-à-dire pour observer un petit peu ce qui se passe. Alors, je dois dire juste une dernière chose pour l'espoir ou pour dire quelle est l'issue de cette situation de blocage. Il y a une possibilité, il y a beaucoup actuellement on parle beaucoup de créer quelque chose de nouveau, ça veut dire pour débarrasser un petit peu de toutes ces organisations et ces institutions qui ne fonctionnent pas, c'est de donner la possibilité à la Cour suprême de justice de gérer le pays temporairement pour organiser les élections. Ça veut dire qu'on annule toutes les instances existantes, tous les parlements, toutes ces structures qui sont déjà normalement, qui ne sont pas valable aujourd'hui parce qu'en fait, ça fait le temps duré et ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ils devraient partir. Et la haute instance de justice, comme c'est s'est passé en fait en Égypte, on nomme le responsable, le président de la haute instance suprême de justice pour qu'il prenne la présidence temporaire pour organiser un nouveau gouvernement et des élections immédiatement, comme ce s'est passé exactement dans la transition en Égypte. Et ça, c'est une possibilité qu'on est en train de voir de près. Il y a bien évidemment beaucoup de discussions autour de ça. Et ici en Libye, les gens ils souhaitent que ça se passe comme ça, parce que comme ça, on arrête avec tous ces gens qui sont en train de se réunir en permanence, ça fait 10 ans. Donc, nous espérons que l'option fonctionne, marche, et nous souhaitons aussi tous les pays voisins et tous les pays dans la région nous aident pour cette option, parce que c'est la solution vraiment, et c'est tout à fait possible que le président du Conseil de justice prenne le relève et organise les élections, et on arrête avec tous ces gens qui sont là depuis 10 ans. Certainement, en tout cas, une option qui vient justement des Libyens et pas d'un autre pays. Merci beaucoup, Ousmane Bensassi, ancien membre du Conseil national de transition. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Et mes remerciements vont aussi à mon confrère Mustafa Tossa et au colonel Hassan Saoud. Merci à vous, messieurs, d'avoir enrichi cette émission avec vos éclairages pertinents. Merci. Voilà. Et merci bien sûr à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.